Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième édition de cette année 2022 de notre émission Les Causeries de la Santé. Je vous rappelle, comme je vous le dis à chaque fois, c'est une émission qui vous est proposée par l'Université de La Réunion avec le soutien de l'Europe, de la région et comme toujours une des émissions préparées avec l'Observatoire régional de la santé, le CHU et l'IREPS de La Réunion. Alors cette émission d'aujourd'hui fait suite. Dans le prolongement de notre émission de la semaine dernière, nous recevions déjà le professeur Estelle Nobécourt-Dupuis qui reste avec nous pour poursuivre. Bonjour Estelle. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Voilà. Si vous avez pris l'émission en cours de route ou que vous n'avez pas vu la première émission, évidemment, je vous invite à aller la voir. Vous pouvez facilement la retrouver sur la page Facebook de l'Université de La Réunion ou tout simplement, si vous êtes plutôt YouTube, sur la page du même nom. Alors le professeur Estelle Nobécourt-Dupuis du CHU. Alors, deux mots pour vous présenter pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission précédente ou toutes les autres émissions qu'on a déjà fait ensemble. Alors, donc du coup, moi je suis diabétologue au CHU de La Réunion et nutritionniste. Et je suis aussi professeur de nutrition à l'Université de La Réunion et chercheur sur le diabète et la prévention du diabète. Comme nous l'avions promis la fois dernière, nous poursuivons l'émission que nous avions démarrée, Manger, bouger, partons du bon pied. C'est le thème que nous avions proposé et nous allons donc rester là-dessus. Nous avons abordé dans un premier temps la fois dernière, si j'en fais une rapide synthèse, premier point, et arrêtez-moi ou corrigez-moi si je me trompe, le premier point c'était d'abord de savoir s'évaluer, connaître un peu son risque. Alors on parlait en particulier du diabète, même si les recommandations qu'on évoque sont des recommandations qui concernent tout le monde, avec l'idée simplement de préserver sa santé et de se protéger finalement de plusieurs pathologies, que ce soit le diabète, mais également d'autres pathologies. Donc savoir s'évaluer, savoir où on en est, connaître à peu près son niveau de risque par rapport à cette pathologie en particulier qui est le diabète. Vous avez mis en ligne un outil pour cela, le FinRisk PI, qu'on peut retrouver sur le site internet prediabron.re. Regardez l'émission de la fois dernière si vous voulez en savoir plus. Nous avons démarré la fois dernière, deuxième partie de l'émission, c'était aborder les recommandations, les conseils, comment partir du bon pied en étant très précis, et nous nous sommes basés sur les recommandations officielles du Plan national nutrition santé qui nous donnent des guides pour améliorer nos habitudes de vie, pour avoir des habitudes qui soient plus favorables à notre santé. Je le rappelle, ces recommandations sont articulées autour de trois grands axes, toute une famille de choses qu'il nous faut augmenter, consommer plus, et c'est ce que nous avions évoqué en détail lors de l'émission précédente. Il nous reste maintenant à évoquer les deux autres axes de ces recommandations, à savoir l'aller vers, c'est-à-dire des choses qui ne font peut-être pas aujourd'hui partie de nos habitudes, mais il faudrait qu'on s'y intéresse davantage et qu'on essaye d'aller dans cette direction. Nous allons évoquer ça, comme vous le voyez à l'écran, et enfin nous aborderons également tout ce qu'il va nous falloir réduire. Alors, professeur Nobécourt, l'aller vers, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que vous, en tant que professeur et professeur de nutrition, comment vous abordez ce sujet-là? Pourquoi aller vers, changer un peu nos habitudes dans ce sens-là? Alors Cédric, comme on l'avait dit lors de la dernière émission, les recommandations nutritionnelles ont changé pour ce quatrième plan national nutrition santé, qui sont les recommandations pour maintenir l'ensemble de la population française en bonne santé. Donc ça ne s'applique pas qu'à une certaine catégorie de personnes, mais vraiment à tout le monde, du plus petit au plus grand. Et donc la dernière fois, on avait évoqué le fait qu'on était passé d'une pyramide avec la base, 5 fruits et légumes, puis au-dessus, 3 féculents, puis etc., à finalement quelque chose de plus adapté à notre mode de vie, c'est-à-dire que ce qu'on fait, il faut continuer à le faire. Donc, et si c'est pas assez, l'augmenter. Mais par contre, voilà, toujours essayer d'aller vers ce que recommandent ce que préconisent les recommandations. Et donc, il y a vraiment des catégories d'aliments. On va peut-être en redire un petit mot quand même, parce qu'on les a évoqués la dernière fois, mais il faut quand même en reparler un petit On peu, peut les qu'il faut synthétiser, oui. vraiment augmenter. Et puis après, il y a des autres aliments qui sont vraiment intéressants à consommer. Mais peut-être pas aussi essentiels que la ligne du dessus, et c'est pour ça qu'on dit aller vers. C'est peut-être des éléments un peu plus nouveaux, par exemple le bio, qui n'apparaissait pas dans les recommandations précédentes. Est-ce qu'on doit manger tout bio tout le temps? Bah,
peut-être pas, mais en tout cas, essayer au maximum d'en intégrer dans notre alimentation, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis après, bah, il y a la grosse partie réduire, et là, il y a du travail, je dirais. Si on résumait un petit peu, augmenter ce qu'on avait dit un petit peu la dernière fois, non? Qu'est-ce que tu en penses, Alors, Cédric? oui, en faisant un quiz, qu'est-ce qu'on doit augmenter? Plus de sucreries? Non, je crois que Non, non, tu n'as pas ce écouté. qu'on doit, ce qu'on doit augmenter, ben, je crois que c'est pour commencer, on avait beaucoup parlé des fruits et légumes. C'est aussi, on le souligne aussi parce que c'est un item important à la Réunion, puisque je crois que sur les dernières études, c'est une des choses que l'on a. On n'est pas très bon là-dessus. On ne consomme pas Mm. assez de fruits et légumes dans nos habitudes à la Réunion. Exactement. Malheureusement, les enquêtes nutritionnelles dans la population réunionnaise, pour l'instant, elles montrent qu'on est une bonne partie de la population qui est encore assez loin des recommandations, et même qui ne consomme pas au moins un fruit ou un légume tous les jours. Et je rappelle, c'est 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Et donc, c'est un peu dommage. J'espère que pour ceux qui nous ont écoutés la dernière fois, ils ont au moins mis en place, pour ceux qui n'en consommaient pas du tout, un fruit et un légume au moins une fois par jour. Alors, j'espère que... Démarrer du bon pied, c'est essayer de faire un pas de plus dans cette direction. C'est de voir comment on peut manger un petit peu plus de fruits et de légumes tous les jours. Voilà, sachant que l'objectif, c'est 1 portion à 2 portions de légumes aux repas principaux et un fruit midi et soir qu'on peut décaler pour ceux qui ne prennent pas de dessert, soit dans la matinée, soit au goûter, par exemple en collation, mais vraiment aller vers ça. Voilà, ça c'est vraiment augmenter. Il faut arriver à un moment au maximum de légumes et 2 portions de fruits par jour. Alors, on insiste vraiment là-dessus parce que c'est la grosse marge de progression au niveau local, les fruits et légumes. Alors ensuite, Surtout on peut passer... regarde la biodiversité qu'on a et tous les fruits et légumes qu'on peut avoir et consommer, et sachant qu'ils sont bons sous toutes leurs formes, aussi bien crus que cuits. Donc on a tout ce qu'il faut sous la main, voire dans la cour pour beaucoup de Exactement. Réunionnais, ou tout simplement sur le balcon, puisqu'on peut aussi les faire pousser. Dans cette partie augmentée, on va passer assez rapidement. Les grains, alors à La Réunion, c'est quelque chose qui nous parle, ça fait partie finalement de nos habitudes, hein, le riz, le grain et le carry. Vous disiez la fois dernière, attention, chez les jeunes, le grain, ça a tendance à se perdre. Donc l'enjeu là, c'est plutôt ne perdons pas ça, gardons cette habitude des grains, parce qu'on voit, c'est dans les recommandations et c'est intéressant. Exactement. 1 cuillère en plus de grains et 1 cuillère en moins de riz. Voilà, une recommandation et une pratique très simple, je le répète, 1 cuillère en plus de grains et 1 cuillère en moins de riz pour aller du bon pied, hein, pour démarrer sur le bon pied, pour rester sur le titre de l'émission. Alors, les fruits à coque, ça c'est un peu nouveau, ça ne fait pas forcément partie de nos habitudes et pourtant aujourd'hui c'est dans les recommandations. On avait évoqué ça, donc les noix, les amandes, les noix Voilà, de les cajou. noisettes. On a plutôt l'habitude de les voir en format grillé et bien salé pour l'apéro. C'est pas ce que vous nous recommandiez. Et c'est marqué, hein, dans les recommandations, c'est marqué non salé. Par contre, si vous voulez avoir ce petit goût un peu grillé, torréfiez-les, faites-les sauter à griller à la poêle, sans sel ajouté. Et donc, du coup, c'est très bon comme ça. On avait dit la dernière fois, ça peut se prendre en collation ou en pâte à tartiner le matin, si possible non sucré, bien sûr, pour remplacer les matières grasses, par exemple. Donc les fruits à coque à intégrer en petite quantité, je le rappelle, non salés. Et puis enfin, les deux derniers items de ce qu'il nous faut augmenter, c'est cuisiner plus, manger plus de choses qu'on a faites soi-même. Voilà, éviter tous les plats déjà préparés, et quand on peut bien sûr Bien consommer des sûr. conserves, des surgelés, mais essayer de les prendre le plus simple possible. Les légumes juste nature qu'on assaisonnera soi-même. Pareil pour les légumes en bocaux, préférer les légumes simples qu'on cuisine et du coup qu'on aromatise soi, plutôt que ceux qui sont déjà tout préparés. C'est important de savoir ce qu'on mange. Mm. Et puis c'est l'occasion aussi de cuisiner en famille et puis de transmettre les bonnes habitudes et les recettes aux générations suivantes. C'est exactement ça. Et enfin, dernier item, l'activité physique. Alors là, il nous faut aller vers le plus, autant qu'on veut, dans sa façon de vivre, dans sa façon de se déplacer, systématiquement peut-être autant que possible, privilégier la marche, le vélo, la trottinette, les moyens. Il y a pléthore de moyens aujourd'hui de se déplacer de manière un peu active, et puis la possibilité aussi de pratiquer une activité physique. Et aujourd'hui, plein de choses se développent sur notre territoire, notamment
le sport santé bien-être en plein essor, où les différents acteurs du sport, les clubs, etc., se mettent à proposer des créneaux qui permettent simplement de bouger, de s'amuser, de rigoler, et pas forcément de rechercher des performances ou faire les Jeux Olympiques. Voilà, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais oui, mais moi j'ai passé l'âge de faire du sport. Oh mais non, enfin de toute façon c'est fatigant, c'est difficile, puis j'ai mal et tout ça. Non, maintenant il y a plein d'organismes mis en place et labellisés hein, qu'on pourra retrouver sur Oui, sur les internet, ssbe.re. Aussi exactement simplement que ça. ou masanté.re. Et, du coup, c'est deux sites où on peut retrouver toutes ces activités labellisées et qui permettent de remettre le pied à l'étrier, de faire une activité qui est adaptée à ses capacités et aussi de faire une activité ensemble. Parce que c'est vrai qu'on prend les bonnes résolutions. Au début de l'année, on se dit, allez, cette année, je m'y remets, je fais l'activité physique régulière, puis on le fait tout seul. Et puis au fur et à mesure, ah ben non, là, non, mais là, je suis fatiguée. Ah ben non, mais là, je dois m'occuper de mon fils. Ah ben non, là. Et il y a toujours une bonne raison qui fait que l'activité saute. Quand on a un créneau régulier et qu'on sait qu'on doit aller à son cours et qu'on va retrouver ses copains ou ses copines, Ah oui. ben, du coup, on est beaucoup plus motivé pour le faire. Donc, ces créneaux sont adaptés, on le répète, à tout le monde. Hein. À tout le monde, pas forcément quand on a une pathologie, c'est pas parce Mm. qu'il y a la notion de santé dans le sport santé bien-être, c'est vraiment une approche santé du sport, mais c'est pas du tout. Il y a d'autres choses qui sont faites hein, dans le sport santé. Il y a aussi un niveau qu'on a appelé niveau 2 qui est organisé pour prendre en charge des personnes qui ont des fragilités. Et Qui ont des alors, on retrouve pathologies, ça, etc. Cédric, sur ssbe.re. Voilà pour cette. On s'est permis de résumer hein, ce qu'on avait évoqué la fois dernière dans tout ce qu'on doit augmenter les fruits, les légumes secs, les fruits à coque, le fait maison et l'activité physique sous toutes ses formes. Deuxième axe des recommandations, l'aller vers. Je le répète, aller vers, c'est de s'intéresser à ces nouvelles consommations, aller dans cette direction-là, même si ce n'est pas beaucoup au début, c'est des nouvelles habitudes. Mais il faut commencer à faire un pas, s'y intéresser. Et je démarre tout de suite par le premier item qui vous est proposé. C'est tout ce qui va être complet au niveau des féculents, le riz complet, les céréales complètes, les pâtes complètes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, effectivement? Donc, c'est ce qui est peu raffiné. Par exemple, le riz, on peut vous proposer le riz blanc, déjà même pré-cuit, ou alors le riz complet. On sait bien que c'est plus compliqué, ça met plus longtemps à cuire. Pourquoi? Parce que c'est pas raffiné, il y a encore la coque autour. Et la coque, c'est quoi? C'est des fibres. Et on parlait la dernière fois de l'importance de la consommation de fibres hein, dans les recommandations 20 grammes par jour, c'est quand même pas mal, parce que du coup, ça permet à notre intestin et notamment aussi au microbiote qui l'habite et qui nous aide aussi à mieux digérer, de fonctionner. Bon, parfois, si on en consomme trop, ça peut entraîner des troubles digestifs. Dans ces conditions, il faut réduire un peu et réaugmenter progressivement par la suite. Et pourquoi c'est aussi intéressant? Parce que quand l'alimentation, quand elle passe dans l'intestin pour être digérée et absorbée, quand il y a ces fibres, ça permet à la digestion de se faire aussi plus régulièrement et plus lentement. Donc comme ça, on n'a pas des pics, par exemple, de nutriments qui montent, comme par exemple le taux de sucre qui monte rapidement dans le sang. Et donc cette montée progressive permet à notre organisme de mieux gérer les nutriments. Donc c'est vraiment important, c'est important pour la santé de notre intestin, mais c'est aussi important pour l'absorption et la digestion des aliments pour qu'elle se fasse plus lentement et que du coup notre organisme ait le temps d'assimiler tous ces nutriments. Donc voilà, donc préféré, au départ on peut prendre semi-complet et puis au fur et à mesure on augmente. Oui, l'idée, c'est pas forcément dès la semaine prochaine, on fait ses courses, on achète que du complet partout. Je crois que c'est quand on fait ses courses, on a l'habitude d'acheter des féculents et on vient partager un peu en deux. Et en plus, l'offre permet d'avoir du semi-complet. Voilà, on peut gravir quelques marches avant d'arriver à là. En tout cas, intégrer dans nos consommations des choses qui peuvent être complètes ou semi-complètes pour les féculents. Deuxième item, les poissons gras et maigres en alternance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, encore une fois? Alors encore une fois, donc ici on connaît bien, pardon, je remets mon micro, les poissons gras, notamment ça va être par exemple le thon, l'espadon. Alors pourquoi c'est intéressant? Donc parce que les graisses au niveau des poissons, c'est surtout ce qu'on appelle les bonnes graisses, les oméga 3. On entend parler oméga 3, oméga 6. Les oméga 3, c'est bon pour la santé, pour le risque cardiovasculaire. Et donc, dans ces poissons gras, justement, ce sont ces graisses bénéfiques.
Il y a aussi la vitamine D notamment. Par contre, pourquoi pas que des poissons gras alors, puisque si c'est aussi bon au niveau nutritionnel, parce que du coup les poissons gras en général c'est les gros poissons qui sont en haut Pélagique. de la chaîne alimentaire et qui donc prennent tous les petits poissons et donc du coup les résidus notamment de métaux lourds peuvent, comme on parle du plomb par exemple ou du mercure, peuvent se concentrer un petit peu. Mais encore une fois, voilà, c'est pas il faut manger que ça ou alors il faut plus en manger du tout. Il faut respecter une certaine quantité et donc une fois par semaine semble un bon rythme. Qu'on alterne entre Voilà. différents types. D'accord. Ça, il y a pas. Oui, c'est dans nos habitudes de manger du poisson en curry ou en tartare. Il y a différentes façons de le faire. Les Réunionnais sont de plus en plus intéressés par d'autres pratiques avec, on voit se développer les sushis, toute forme de poisson cru. Alors, ça va plutôt dans le bon sens, mais comme vous dites, ne pas trop. Finalement, on en revient à chaque fois, il faut éviter le trop, quoi. Exactement. Hein, c'est un peu bête ce que je dis, L'équilibre. mais l'huile de colza, de noix, d'olive, etc. Alors là, c'est plutôt une invitation à varier nos huiles, c'est ça? Exactement, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment on disait à l'huile d'olive, faut tout faire à l'huile Ouais. d'olive. Non, toutes les huiles peuvent avoir un intérêt. Pourquoi? Bon, l'huile, ça reste de la graisse, hein, ça, il n'y a pas à dire. Mais donc du coup, justement, quand on parle des oméga 3, oméga 6, acides gras saturés, monoinsaturés, on sait que pour avoir une bonne santé, notamment au niveau des artères, il faut respecter un certain ratio entre saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Il faut essayer au maximum d'éviter de faire frire, de faire brunir ces huiles, parce que là, du coup, on augmente leur saturation, donc il faut mieux les préférer crues, et les varier parce qu'elles n'ont pas le même ratio d'acides gras intéressants ou pas. On parle des acides gras en général, mais il en existe au moins plus de 600, 700 espèces. D'ailleurs, c'est des dosages qu'on va bientôt faire à La Réunion, qui sont faits par les industries agroalimentaires. Et justement, ces ratios d'acides gras ne sont pas les mêmes. Et donc, varier, ça permet d'avoir plus de ces différents acides gras et de pouvoir respecter justement les moyennes entre les saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Donc voilà, ne pas se contenter d'un seul type d'huile, varier. Donc, en très concret, ça invite à avoir dans sa cuisine une bouteille d'huile d'olive, une petite bouteille d'huile de noix et d'huile de colza. Et quand on fait des vinaigrettes dans la semaine, eh ben, on essaye d'avoir 3 vinaigrettes différentes dans la semaine à base d'huiles différentes. Exactement. Bon, sachant qu'il faut quand même garder une consommation restreinte d'huile, hein, c'est pas la moitié de la bouteille, et que s'il y a 3 bouteilles dans la cuisine, elles doivent au moins mettre 3 mois, quoi, pour une Oui, et puis famille. surtout que ce sont des huiles qui sont aussi quand même, il faut le dire, elles sont souvent un peu plus chères dès lors qu'on sort des huiles un peu classiques. Donc on va utiliser ces produits un peu plus onéreux avec parcimonie. Hein. Oui, mais c'est à la place de l'huile qu'on utilise Évidemment, d'habitude, elle ne c'est se pas en rajoute plus. pas à l'huile classique, Voilà. mais de toute façon, il me semble bien que dans les recommandations, si on prépare à manger pour 4 personnes, ça veut dire qu'on y mettra 4 cuillères à soupe d'huile. Exactement. Et C'est donc ça. c'est important de doser parce que c'est vrai qu'on se dit oh ben non, moi je mets un petit filet d'huile. Ben oui, mais quand on Ouais. mesure avec sa cuillère à soupe, on se rend bien compte que le filet d'huile, on en évite à 4 cuillères à soupe. Mm. Donc ça c'est Donc vraiment là, important. le repère, n'oubliez pas, sur la préparation d'un repas, l'intégralité doit être à peu près une cuillère à soupe par personne. Voilà. Qu'il faut faire entre la vinaigrette de la salade et le curry aussi. Parce qu'il faut voir que des graisses, il y a aussi les graisses cachées qu'on ne voit pas forcément, qui sont dans les viandes, dans la peau du poulet par exemple. Donc tout ça compte, il faut ça s'accumule. Parlons maintenant des produits laitiers. Il nous faut consommer des produits laitiers. Alors une consommation suffisante mais limitée. Alors, je Ouais, crois que cette là, il va falloir faire recommandation une est un peu explication de texte. compliquée. Quoi. Voilà, c'est vrai que cette recommandation est compliquée. Et ça a beaucoup changé par rapport aux dernières recommandations, Hum, puisqu'on est passé de 3 portions de produits laitiers par jour à cette recommandation de produits laitiers suffisants Suffisante mais mais limitée, c'est pas limités. très engageant quand même. Voilà. Alors, sachant qu'il y a plusieurs types de produits laitiers, hein. On a les produits laitiers sous forme de yaourt, yaourt maigre, comme yaourt qui peuvent être beaucoup plus gras. On a tout ce qui est fromage. Et donc, du coup, c'est sûr que le fromage, c'est très gras. Et donc, du coup, il faut le consommer en quantité limitée. Des produits laitiers comme des yaourts maigres, non sucrés, peuvent être moins gras et plus intéressants. Les produits laitiers, c'est des sources de calcium. Et c'est vrai que par exemple ici à La Réunion, les eaux, elles sont très peu minéralisées par rapport aux eaux qu'on va trouver en métropole. Donc l'eau n'est pas forcément une bonne source de calcium ici, comme elle peut l'être par exemple en métropole.
Donc du coup, c'est vrai que dans ces produits laitiers, c'est des sources intéressantes de protéines animales et des sources de calcium. Donc voilà pourquoi on recommande les produits laitiers, notamment pour les gens qui ont du mal à assurer leurs apports en protéines, qui mangent peu de viande. Donc du coup, le fait de manger des produits laitiers, notamment sous forme de yaourt, fromage blanc, ben, du coup, ça peut permettre de compenser un peu les apports en protéines et en calcium. Après, Pour, pour être un les peu précis. intolérances. Oui, alors il y a les intolérances, mais pour être un peu précis, parce que mine de rien, en consommer de manière suffisante mais limitée, on peut tous avoir une interprétation de ça. Il s'agit quoi? De consommer un Bah, produit laitier du type un yaourt ou un fromage blanc voilà, ça peut une être un fois par yaourt jour? 1 à 2 fois par jour. 1 à 2 fois par jour, il ne s'agit pas Mais un forcément. yaourt ou fromage blanc, c'est les 20%, quoi. Oui, C'est les yaourts nature, blancs, enfin voilà, d'accord. c'est équivalent. Si on prend un petit morceau de fromage, il faut compter les quantités de graisse, du coup, qu'il y a dedans. Oh, ça devient un peu plus compliqué là. Voilà. Basons-nous sur au moins un yaourt nature ou un fromage blanc, par exemple, 1 fois par jour, Une fois une dans à la deux journée. fois par jour. Une à deux fois En par faisant jour. attention En aux tout cas, l'idée, c'est de ne pas personnes. aller au-delà. Voilà, en faisant attention aux personnes qui ont peut-être le plus besoin de protéines, les enfants qui grandissent et de calcium au niveau des os, ou les personnes âgées qui ont parfois des difficultés avec les dents à manger de la viande et qui peuvent avoir par là une source de protéines intéressante. Alors, les deux derniers items, la question du bio, on l'a évoqué tout à l'heure. Finalement, là, il y a une invitation à s'intéresser aux produits bio, à essayer, quand on fait ses courses, autant que possible, de mettre du bio dans son caddie, même si il n'est pas forcément possible non plus aujourd'hui d'être complètement sous le tout bio. La recommandation, c'est pas d'être sur du tout bio, mais en tout cas, autant que possible, en fonction de ce que nous permet notre budget, puisque la réalité, c'est un peu ça aussi. Mais parfois, certains produits bio sont parfois quasiment au même prix ou pas beaucoup plus chers que des produits pas bio. Donc là, l'idée, c'est simplement, autant que possible, de pouvoir de consommer du bio, c'est ça? Alors moi, je mettrais les deux derniers items ensemble, en fin de compte. Oui, Consommer alors local j'allais et y de revenir. proximité et bio. Par exemple, on a souvent la question, oh, je mange des gâteaux bio, c'est meilleur pour ma santé. Non, un paquet de gâteaux industriels bio ou pas bio, et ben parfois le bio peut être même plus sucré ou plus Oui, gras que le non bio. Donc moi, je dirais, revenons sur des aliments de proximité. On sait d'où ils viennent, on sait comment ils sont faits, on sait les quantités d'intrants qui peuvent être mis dedans en consommant de saison. C'est vrai que du bio, maintenant, on trouve des produits industriels, bio, du bio qui vient de on ne sait pas où. Voilà, moi je pense qu'il faut mettre les deux ensemble, c'est-à-dire au maximum consommer de saison, au maximum consommer local. Et on a quand même la chance à La Réunion d'avoir des produits locaux qui sont de très bonne qualité et qui sont toute l'année. On peut avoir des beaux fruits et légumes. Et voilà, au maximum favoriser ce qui est de saison, de proximité, où on sait comme ça ce qu'on met dans son assiette et on sait d'où ça vient. oui, alors cette recommandation, elle s'inscrit finalement dans un contexte un peu plus global Mm. autour de comment s'alimentent les populations. Mais ça, c'est intéressant également parce que dès lors qu'on dit qu'il faut par exemple manger plus de fruits et légumes, il est évident qu'une façon, quand on tient compte du budget et de ce que peut coûter les fruits et légumes, c'est bien en s'interrogeant aux fruits de saison, aux fruits locaux de Mm. saison, qu'on peut s'en sortir le mieux. On a nous-mêmes, d'ailleurs sur le site pilonpilet.re, nous avons conçu un calendrier des saisons qui vous montre qu'en effet, à La Réunion, tout au long de l'année, il y a des fruits et des légumes qui sont soit en pleine saison, ou soit en pic de production, limite en surproduction, du coup le prix dégringole. Donc quand on est un petit peu au courant de ça, on peut assez facilement finalement se procurer des fruits et légumes pour en manger plus, justement, et pas forcément en faisant exploser son budget, parce que c'est souvent un argument qui est mis en face, les fruits et légumes, ça coûte cher. Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde un petit peu les questions de saisonnalité, puis finalement qu'on regarde autour chez soi, on peut s'en sortir pas si mal que ça. Passons maintenant à la dernière partie des recommandations, la troisième famille de recommandations qui, elle, nous invite à réduire notre consommation d'un certain nombre de choses. Alors, on va l'aborder un peu globalement. On a dans cette famille l'alcool. Alors, c'est un peu global, l'alcool, pas que pour des questions de nutrition. Les produits sucrés et les boissons sucrées. Alors, rien qu'avec leur appellation, on imagine bien Mm. pourquoi. On a quand même parlé beaucoup de diabète au début de cette émission. Les produits salés, la charcuterie. Alors ça, on va passer un tout petit peu de temps là-dessus. On nous invite quand même à réduire un peu nos consommations de viande,
porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats. Et enfin, et cette fois-ci, ça nous permet également de parler de ça, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, on nous invite à réduire la consommation des produits qui ont des scores, des faibles scores D et E sur le Nutri-Score. Donc cette troisième famille, je voudrais, si ça semble évident, l'alcool pour des raisons que tout le monde connaît, pour des raisons de faits divers, etc. De toute façon, elle est à réduire, mais aussi pour des raisons nutritionnelles. L'alcool est très riche. Les produits sucrés, je pense que ça, tout le monde a bien compris que c'était quand même plutôt que du plaisir, qu'il n'y a pas forcément de bénéfices pour notre santé, à part le plaisir que ça procure. Donc, à ne pas bannir, mais en tout cas, à ne pas trop ne pas exagérer en tout cas. Les produits salés aussi, les gens le savent, hein, ils savent que le trop salé, c'est pas très bon pour la santé. On va parler des viandes et de la charcuterie. C'est des choses qui apparaissent, qui sont un peu nouvelles, on n'en parlait pas avant dans les recommandations. Réduire la charcuterie, ils l'ont fait apparaître en tant que telle. Juste pour revenir quand même sur l'alcool, dans les recommandations, avant, on disait oui, pour une femme, 2 verres d'alcool de portion, l'équivalent, par exemple, d'une bière, un verre de vin, 2 fois par jour pour une femme, 3 fois par jour pour un homme. Là, non. Là, ce qu'ils disent, c'est de l'alcool pas tous les jours, en faible quantité et pas tous les jours. On n'est plus sur ces recommandations-là qui ciblent 2 verres pour une femme et 3 verres pour un homme. On sait que pour certaines pathologies, notamment des pathologies cancéreuses, une consommation régulière d'alcool tous les jours, rien que ça, c'est un facteur de risque supplémentaire de cancer. Donc vraiment là-dessus, la recommandation a changé. Autant avant, on était tolérant sur la consommation tous les jours. Ça, en plus en France, le pays, enfin voilà, producteur de... Mais non, là, vraiment, les recommandations ont changé, c'est pas tous les jours. Ou à La Réunion, où il y a les productions de rhum, il faut que ça reste une consommation exceptionnelle, comme tu le disais, comme pour les boissons sucrées. Et un petit rappel sur les boissons sucrées, dans un verre de jus de fruits, il y a en moyenne la même quantité de sucre que dans un soda. Dans les canettes de soda, où du coup l'équivalent en jus de fruits, c'est à peu près 7 pierres de sucre, 7 sachets de sucre, 33 grammes pour les personnes qui font des gâteaux ou qui mesurent. Enfin, on voit bien ce que ça donne, hein. C'est quand même des quantités très importantes. Donc comme tu disais, le plaisir que ça procure, il faut quand même que ça reste... limité, parce que du coup c'est des calories effectivement vides, hein, des calories qui sont amenées en plus sans oligo-éléments, nutrition, vitamines essentielles. Donc du coup voilà, c'est vraiment très important de rappeler ça, et la seule boisson qu'on doit mettre sur la table, c'est de l'eau. Ça, c'est vraiment important. Quand on mange, oui, c'est de l'eau. Voilà. Après l'apéro, on peut faire une exception. À l'apéro, mais ça dépend. Pas tous les jours, du coup, l'apéro. Ah ben non, l'apéro, c'est aussi exception, c'est pas tous les jours, ça fait pas partie des repas. Et alors, donc, du coup, la charcuterie. Alors, bon, la charcuterie, c'était déjà, c'est gras en général et salé. Donc, c'était déjà limité, c'était déjà une limite qui a été mise sur les précédentes recommandations. La charcuterie, quand même, était déjà dans le viseur pour le gras et le sel, en disant on préférait dans la charcuterie le jambon blanc, du coup, tout ce qui est saucisses, saucissons... pâté, abats, etc. Donc effectivement, la charcuterie, c'était déjà limité. On en parle aussi parce que ça fait partie en fait des habitudes, y compris en métropole. Parce que je sais que c'est le genre de choses qui ont fait débat quand les commissions rédigent ces recommandations pour qu'elles soient validées, puisqu'il y a ce que dit la science et puis après il y a les éléments plus culturels et les traditions. C'est très consommé en métropole. Donc la recommandation, je crois qu'elle évoque, je ne vais pas dire de bêtises, 20 grammes c'est quelque chose comme ça. Voilà, ça représente quoi? Parce que finalement, là où je veux en venir, c'est... voilà, on nous dit de réduire la charcuterie. Mais, 20 grammes, ça ne dit rien pour les gens. C'est pour ça, c'est comme 150 grammes pour les viandes. Je pense que il faut se dire, la charcuterie, c'est une fois par semaine, pas plus. Donc, et voilà, en quantité limitée, donc tout ce qui est saucisson. Bon, après, le jambon blanc maigre, ça peut être utilisé un peu plus fréquemment, mais toutes les autres charcuteries. Et en plus, quand il y a le gras, par exemple, autour, il faut enlever le gras. Il ne faut pas manger le gras avec, quoi. D'accord, ok. Donc pour le boucané... Donc voilà, on se dit, pas plus d'une fois par semaine. Pas plus d'une fois par semaine. Et pareil, quand on fait le boucané, on ne le fait pas frire dans l'huile. Et si possible, quand on le fait frire sans huile, on enlève
toutes les graisses. Alors dans charcuterie, on met aussi les lardons, le boucané, la saucisse. Donc effectivement, une fois par semaine. Et c'est pour ça il faut varier. C'est pour ça que l'alimentation est très riche. Il ne faut pas manger la même chose tous les jours. Il faut pouvoir, en variant son alimentation, une fois par semaine, la charcuterie, c'est correct. Et donc là, je vous invite encore les sites internet qu'on évoquait, pilonpilé.re, masanté.re, il y en existe bien d'autres, mais l'idée c'est d'avoir quand même des idées de recettes, parce que pour varier, il faut avoir un certain nombre d'idées et d'inspirations. Réduire sa consommation de viande. Alors voilà, donc c'est les viandes rouges, le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau ou les abats, c'est les viandes qui sont considérées comme étant les plus grasses. Après, elles ont des intérêts nutritionnels, notamment sur les acides aminés essentiels, mais c'est vrai que là-dessus, les recommandations ont vraiment changé. Avant, c'était une portion de protéines dans lesquelles on mettait les viandes d'ailleurs, ou les œufs, etc., le midi et le soir. Donc on avait vraiment l'impression dans ces recommandations qu'il fallait manger de la viande midi et soir, même si c'était marqué favoriser les viandes blanches, les volailles, pour ceux qui n'aimaient pas trop ça, ça finissait effectivement. Mais là, c'est aussi pour dire 3 fois par semaine, notamment une fois par jour les protéines. Donc il y a du choix quoi, entre les œufs, le poisson le maigre, le poisson gras, peut-être une fois la charcuterie, 3 fois la viande rouge. Ça laisse quand même finalement la volaille. Ça laisse de quoi faire des repas pour toute la semaine. Et puis on peut aussi imaginer des repas sans viande. Exactement, ou alors justement avec des protéines plutôt végétales, comme on disait tout à l'heure. Finalement, les grains, c'est riche en protéines, donc c'est une source aussi intéressante de protéines, et c'est pour ça qu'il faut aussi mettre des grains dans son assiette. Après, voilà, les recommandations, elles sont faites pour l'ensemble de la population. Il y a des populations auxquelles il va falloir faire un peu plus attention, et notamment déjà les sujets plus âgés ou qui ont des troubles dentaires. C'est peut-être pas eux qui vont manger le plus de protéines, et c'est eux auxquels il faudra faire attention aux consommations de protéines et qu'ils aient bien cet apport régulier. Les jeunes qui sont végétariens ou moins jeunes, il faudra faire aussi attention à ces apports de protéines. Et puis les enfants en croissance, mais après c'est pas pour ça non plus qu'il faut les bourrer de viande pour qu'ils grandissent. Non, normalement une portion c'est largement suffisant. Il existe d'ailleurs une nouvelle réglementation pour les cantines scolaires. Exactement. Qui finalement oblige les cantines à proposer une fois par semaine un repas équilibré végétarien à l'ensemble de nos enfants qui vont donc grandir avec cette idée que dans un repas, il n'y a pas obligatoirement de la viande. Puisqu'effectivement, nous, on a grandi avec l'idée que dans un repas, il faut absolument de la viande. S'il n'y a pas de viande, il y a un truc qui ne va pas. Exactement. Fin de cette émission, le dernier des items concerne le Nutri-Score. On n'en a pas beaucoup parlé, alors je veux juste qu'on en dise 2 mots. Le Nutri-Score, c'est un système d'information des produits transformés mis en place en France, qu'on commence à voir de plus en plus sur les produits. Alors, pas beaucoup sur les produits faits à La Réunion, mais en tout cas sur tout ce qui est importé dans nos supermarchés, on voit de plus en plus ce Nutri-Score. L'idée, c'est de remplacer ces petites étiquettes avec une écriture illisible et puis des chiffres par milligramme, par gramme, etc., par un score, code couleur, ABCDE. Évidemment, l'aliment le plus intéressant, c'est celui qui aura le score A, le Nutri-Score A en vert. Ça veut dire, alors le Nutri-Score, il prend bien en compte, si je ne me trompe pas, les apports en matière grasse, en sel et en sucre. Exactement. Voilà. Mais du coup, il ne prend en compte que ces apports-là, et par exemple par rapport à d'autres systèmes qu'on va retrouver à scanner les étiquettes sur Internet ou autres qui vont prendre en compte d'autres paramètres comme les intrants par exemple, les additifs, les ajouts, etc. Là, ça n'en tient pas compte. Mais c'est déjà un système qui a été long et difficile à mettre en place et qui est important parce que quand le consommateur justement va acheter ces produits, tout le monde n'est pas nutritionniste, c'est quand même difficile et comme tu le disais Cédric, lire les étiquettes. Nous, on fait des formations spécifiques pour les patients qui ont des problèmes justement de diabète ou d'obésité, où on leur apprend à lire les étiquettes, mais c'est assez complexe et ça prend du temps. Donc, si on lit toutes les étiquettes de tout ce qu'on achète, on ne fait pas 1 heure les courses, ça prend toute la journée. Donc, c'est pour ça que ce score est là pour orienter les gens. En vert, c'est que les teneurs sont contrôlés en sucre, en sel et en matière grasse. Par contre, tout ce qui est D ou E, là, c'est des produits qui sont beaucoup moins intéressants à consommer. Donc, en gros, il faut favoriser les produits qui sont A et B et éviter ce qui est D et E. Alors après, une petite nuance, par exemple, les céréales préférées de
mes enfants qui sont des céréales qui sont très sucrées et qui sont grasses aussi. Par exemple, on a la notion B. Pourquoi? Parce que c'est pour une portion. Ouais. Et effectivement, une portion, c'est une petite poignée de main. Quand on a des adolescents qui grandissent, c'est pas une petite poignée de main qu'ils prennent, c'est 3 ou 4 petites poignées de main. Et donc là, effectivement, donc, dans ce Nutri-Score, il faut tenir compte de la qualité du produit, mais aussi des quantités qu'on va mettre dans son assiette. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a passé en revue l'ensemble des recommandations du programme national, plan national nutrition santé, ce qui nous a permis d'évoquer tout ce qu'on pourrait faire pour démarrer l'année du bon pied. Comme pour la fois dernière, on vous le rappelle, vous avez aussi des outils sur Internet qui sont pour partie faits à la Réunion, pour les Réunionnais, pour vous aider à mettre en œuvre ces recommandations. Vous avez le site masanté.re qui est un site officiel, entre guillemets, pour la santé des Réunionnais. Vous avez pilonpilé.re, un site qui vous est proposé par l'IREPS Réunion, basé essentiellement sur des recettes pour vous donner de bonnes idées pour cuisiner en tenant compte de tout ce qu'on a dit là. Vous avez le site internet du réseau pédiatrique 974, rp974.com, pour tout ce qui va toucher plutôt les enfants. Et enfin, si vous voulez en savoir plus, ou en tout cas suivre ce qui se passe sur le plan national nutrition santé, vous pouvez aller sur le site national mangerbouger.fr. N'oubliez pas également le site prediamrod.re pour faire le point sur votre niveau de risque Et par rapport au diabète. physique. Et puis ssbe.re, vous avez pour le moment une version qui va vous renvoyer sur d'autres sites parce qu'elle est en cours de conception, ce site internet qui très bientôt vous permettra de trouver un créneau d'activité physique labellisé pour la santé, c'est-à-dire sans compétition, mais en tout cas qui peut vous proposer un encadrement, de la sécurité et de quoi vous amuser pour bouger près de chez vous. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Sa clôture, c'est deux émissions des causeries de la santé qui nous fait démarrer 2022 du bon pied. Merci beaucoup, professeur Novécourt.